qui vont se présenter à l'appel, là. Parfait. Donc, bon matin tout le monde. Voici la petite mise à jour mensuelle qu'on a préparée pour vous ce matin. Rien de trop différent de nos derniers appels. On a l'habitude de se parler tout le temps un peu aux mêmes journées du mois. Aujourd'hui, les marchés sont fermés. Les marchés américains, les marchés boursiers, en observance de la journée pour Martin Luther King. Donc, il y a eu quand même beaucoup de volatilité, surtout dans le marché du porc dans les derniers jours. Puis souvent, ça a lieu à du positionnement, tu sais, pour un week-end de 3 jours, si on veut. Donc, on va voir un peu le résultat de tout ça à l'ouverture seulement demain à 9h30. Reste que, il y a quand même eu un bon revirement, surtout au niveau des valeurs des contrats à terme pour le porc. Mais si on se replace vers les fondamentaux, on peut regarder bon, le prix du vivant qui se stabilise. 80,50 sous, c'est la dernière mise à jour de vendredi. On est dans le top des 5 dernières années, très très près de l'année dernière. En fait, on voit pas là, mais derrière la ligne noire, il y a la ligne verte qui est celle de l'année dernière. Donc, on est sensiblement à la même valeur qui était déjà supérieure aussi aux autres années. Pour la découpe, on est plus élevé que les dernières années, plus élevé que l'année passée, de presque 2 sous la livre. Donc, ça fait en sorte que, en termes de marge de transformation, c'est sûr que historiquement, on a déjà eu des meilleures marges que ça, mais on a un marché qui démontre des valeurs historiquement plus élevées que les normales saisonnières. 80 sous, c'est le prix du vivant en ce moment. 88 sous, c'est le prix du contrat à terme de février. Donc, d'ici un mois, le marché s'attend à ce que le vivant prenne 8 sous, puis vienne essentiellement atteindre 88. Si on se replace un peu à l'année passée, on était peut-être plus vers le 85 sous en février 2025. Donc, il y a quand même eu une bonne poussée de prix, comme je vous ai dit, la semaine passée, puis depuis 2 semaines, en fait, qui ont fait en sorte que là, le marché s'attend à des gros mouvements de prix, d'atteindre des sommets aux alentours de 107, 108 sous pour l'été, ce qui est très, très près des sommets qu'on a atteints à l'été dernier de 110, en fait, au niveau du vivant. En termes de coupe qui mène la charge, c'est pas le flanc. Le flanc qui est quand même assez stable depuis un bon moment déjà, puis qui nous a habitués à des fortes périodes de volatilité. L'année passée avait débuté l'année avec des bonnes montagnes russes, puis nous a habitués à sa volatilité d'été. Donc, probablement que ça s'en vient très bientôt, une montée au niveau du flanc, mais pour le moment, c'est assez tranquille. C'est plus au niveau des autres coupes. Donc, au niveau des fesses, que là, on voit un rebond. Donc, le jambon qui semble en demande. On a la longe aussi, on a l'épaule. Donc, on voit que la ligne noire est tout le temps ou presque la ligne la plus élevée des 5 dernières années. Donc, ça démontre un marché local qui est très fort, un marché d'export aussi qui pousse. Puis, on peut voir justement les lignes noires qui sont plus élevées. C'est la même chose pour le SOC et pour les côtes levées ça aussi, en fait, c'est même un peu plus impressionnant. On est ailleurs. En termes de production, ce qu'on remarque, bon, c'est sûr que là, on vient de débuter l'année 2026. On a un point au niveau des abattages qui est le point noir, là. Sinon, bon, on compare le 2025 avec 2024. Ça a été des années assez similaires. Donc, on aurait fini l'année selon le USDA à moins 0,7% versus 2024 avec 27, 27 1572 millions de livres. Pour la production 2026, on s'attend à une hausse de 2,3%. C'était zéro en 2025. Donc, c'est un peu contradictoire avec le fait que je vous dis les prix des contrats à terme sont en hausse, la demande est bonne, mais là, je vous montre un aspect plus baissier, c'est au niveau de la production et des attentes du marché. Grosse révision à la hausse au niveau de la production. Pourquoi? Ben, c'est en lien avec le fameux Hogs and Pigs que le marché croit de moins en moins, je vous dirais.
Donc, malgré un rapport assez baissier, pourquoi baissier? Ben, parce qu'il y a eu beaucoup plus de parts que les attentes. Donc, on s'attendait à avoir moins de parts que prévu. On était tous dans le rouge au niveau des attentes, donc de moins 1% sur tout l'inventaire. Sur les parts les plus pesants, on s'attendait peut-être juste à une légère hausse. Finalement, c'était 2,8% sur les parts qui finalement était tout abattu à la fin décembre quand on a eu les résultats. Mais au final, on voit qu'il y a eu 1,2 million de parts de plus que les attentes, ce qui est quand même assez matériel. En termes d'intention de mise bas, on voit aussi beaucoup de verts, donc des résultats, c'est sûr que c'est des sondages, là, mais des résultats qui démontrent que le producteur s'attend à avoir une croissance au niveau de la production, ce qui a forcé, si on veut, le USDA à réviser sa production pour 2026 à 2,3% versus 2025. Donc, il y a un petit typo ici dans le document. Euh, mais comme j'ai dit, à travers je vous dirais depuis un an et demi, ce rapport-là qui est publié une fois aux 4 mois a perdu une fois aux 3 mois en fait, a perdu du lustre. Pourquoi? Ben parce que justement, on fait des grosses révisions tout le temps, puis on semble jamais vraiment trouver la vraie réponse, surtout au niveau des abattages. Donc, on dit, OK, il y a plus de parts pour les plus de 120 livres. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les abattages, techniquement, devraient être plus élevés. Puis, ça s'avérait jamais vrai. Donc là, c'est peut-être pour ça qu'un rapport qui a été publié pendant les fêtes, pendant Noël, n'a pas eu tant d'importance que ça. Puis là, on se retrouve en hausse depuis 2 semaines, malgré des abattages qui sont quand même élevés. Euh, donc là, ça va être de voir est-ce que ce rythme-là se maintient, puis est-ce que ce rapport-là nous indique la bonne voie sur la production. Reste que le cheptel aux États-Unis se stabilise aux alentours de 75 millions de têtes. Euh, Par contre, la ligne orange, qui est la ligne de productivité, ben, on voit que c'est quand même une ligne avec une forte tendance à la hausse. Donc, c'est sûr que euh, on parle souvent, tu sais, de risque de maladie. Là, en ce moment, il y a beaucoup de spéculations sur, il y a beaucoup de maladies. Peut-être que dans le troupeau, ça va peut-être nuire à la production. Il y a notamment les maladies au Mexique qui affectent les bœufs. Puis là, justement, on a stoppé toute l'importation de bœufs mexicains aux États-Unis, mais on est quasiment certain que cette maladie-là va venir affecter le troupeau bovin au niveau des États-Unis, ce qui pourrait justement aider la viande porcine à faire son chemin dans l'assiette du consommateur. Reste que si justement il y a d'autres maladies dans le troupeau porcin, mais quand même la productivité qui, année après année, est en hausse. Donc ça, je vous dirais que c'est un des facteurs qui est assez important. Oui, Joël? Jean-Charles, est-ce que tous ces rapports-là font un lien avec toutes les transactions de porcelets qui peuvent venir du Canada, pas nécessairement juste du Québec, parce qu'on n'est pas très gros, là, mais tu sais, quand même, tout l'Ouest, il y a beaucoup d'exportations de porcelets. Ils font-ils un lien pour faire des prévisions? Parce que je sais pas si ça a une importance, là. C'est Euh, sûr oui, c'est sûr que l'importation est tenue en compte, mais c'est sûr que, tu sais, en termes d'importance niveau marché américain, ça en a peut-être un peu moins. C'est sûr que c'est important pour nous, mais je vous dirais que oui, ils tiennent en compte les importations, mais peut-être vu l'ampleur tu sais, du cheptel versus l'importation de porcelet, surtout dans l'Ouest, ça a peut-être moins d'impact. Il faudrait peut-être se fier plus à des rapports canadiens qui auraient plus des données plus concrètes à nous donner là-dessus. Mais pour les États-Unis, surtout ce rapport-là USDA, oui, on tient compte des importations, on tient compte des exportations. Donc oui, tout est tenu en compte là-dessus. Mais il y a beaucoup, c'est sûr que données d'import, d'export, ça, c'est des bonnes données fiables, mais surtout les données au niveau tu sais, des intentions de mise bas, puis souvent, tu sais, justement, les inventaires, c'est souvent des sondages qui sont faits auprès des producteurs. Puis là, est-ce que
la méthodologie du sondage doit être revue. Je pense qu'on doit se poser des questions parce que là, c'est l'USDA qui publie une fois par mois les rapports sur les grains. C'est la norme là-dessus. C'est vraiment un standard dans l'industrie. Le marché se fie beaucoup à ces chiffres-là. Mais là, en ce qui a trait aux hogs and pigs, on semble avoir perdu un peu d'attrait à ce niveau-là, vu les erreurs qu'on a commises dans les dernières prévisions. Merci. Exportation, le dernier appel, on ne vous avait rien montré. Pourquoi? Parce qu'on était très en retard dans la publication des données. C'était la fermeture du gouvernement américain. Donc là, ça a pris du temps avant qu'on réouvre les valves puis qu'on ait encore de l'information sur l'export, sur les ventes, etc. Donc, on a finalement rattrapé le tout. On est à jour depuis 2 semaines. Ce qu'on voit dans les données, bon, on voit quand même en termes d'exportation qu'il y a une hausse au niveau des livraisons. C'est sûr que là, il faut faire abstraction du point pendant les fêtes où on n'a pas de données année après année, là. Mais donc, les livraisons, on voit quand même une tendance à la hausse. Même chose pour les ventes. Donc, l'exportation qui semble bien rouler. Surtout, bon, client principal américain, Mexique, qui roule très, très bien actuellement. Le Mexique, c'est le gros joueur, achète beaucoup de fesses, de jambon. Puis, les valeurs locales au Mexique sont très, très élevées. Donc, vont probablement essayer d'aller faire plus d'importations pour venir calmer le jeu localement. Sinon, on peut voir que la Chine n'est pas vraiment un facteur depuis plusieurs mois, plusieurs années, avec le fait qu'ils ont beaucoup de production là-bas. Si on regarde un peu le portrait année sur année, qui a acheté le moins en fait, donc Mexique qui a acheté seulement à peine moins que l'année passée, mais reste que la tendance, c'est les exportations ont quand même été en baisse cette année. Euh, mais là, on voit quand même une bonne tendance à la hausse. C'est sûr que je vais tout de suite aller à cette slide-là. La situation en Espagne pourrait avoir son mot à dire en termes d'exportation, puis l'importance que les États-Unis vont prendre sur le marché mondial dans les prochaines semaines, prochains mois, si la situation se développe euh, davantage en Espagne. Mais en fait, il y a eu la première détection de peste porcine africaine en Espagne. Pour le moment, c'est seulement des sangliers sauvages qui ont été affectés. On parle d'une centaine de cas qui ont été répertoriés. Aucune ferme commerciale n'a été touchée. Donc, ça, c'est dans la région de Catalogne. Mais reste qu'il y a plusieurs pays qui ont barré l'Espagne de leur liste. Il y en a d'autres qui utilisent le principe de régionalisation. Donc, si le porc ne vient pas de ces régions-là, on va le prendre, sinon non. L'Espagne pourrait continuer d'exporter à 75% de son marché. Il reste que l'Espagne, c'est le plus important producteur de porc en Europe et le plus important exportateur. Donc, la Chine et l'Espagne étaient très, très proches. Japon, même chose. Et puis là, on a des restrictions partielles et totales d'un côté comme de l'autre. Comme j'ai dit, des pays comme les États-Unis peuvent être un pays qui pourrait venir tirer son épingle du jeu, puis venir prendre les parts de marché, ce qui peut expliquer pourquoi on a des tendances à la hausse au niveau des valeurs de parts dernièrement. En termes de position des spéculateurs, c'est sûr que là, on a les données à jour en date de mardi de la semaine passée. Il y a eu des grosses journées haussières depuis. Donc, je ne serais pas surpris que les positions des spéculateurs se soient amplifiées à la hausse. Reste que historiquement, si on oublie les sommets de 2025 puis 2024, là, on aurait été dans le top des 5 dernières années. Mais là, on nous a habitués à des positions historiques très, très importantes pour les spéculateurs. Puis je ne serais pas surpris qu'on soit aux alentours de 100 000 contrats de position longue au moment où on se parle. Comme j'ai dit, ces données-là, c'est les plus à jour qu'on a. On l'a eu vendredi soir, mais il y a un décalage de 3 jours. Donc, on va devoir attendre la mise à jour de vendredi prochain pour avoir l'heure juste sur le rallye qui a été causé dans les contrats à terme. Combien a été causé par les spéculateurs. En termes de prix mondiaux, j'en ai glissé un petit mot rapidement quand je parlais du Mexique. Les prix là-bas sont
très, très élevé. Il y a beaucoup de problèmes de maladies dans le troupeau mexicain, dans le cheptel, ce qui fait en sorte que ça nuit à la productivité, ça nuit à la production. On doit importer davantage. Il y a eu des problèmes logistiques et structurels qui ont fait en sorte que pendant un certain moment, on n'a pas été en mesure d'importer autant qu'on voulait. Reste que les valeurs mexicaines se maintiennent très, très élevées. On voit à l'opposé du graphique les valeurs de l'Espagne qui, elles, diminuent en fait depuis la détection de cas de peste porcine qui, ça nuit, veut pas, à toutes les valeurs au niveau de l'Europe. L'Espagne qui peut continuer d'exporter facilement à l'intérieur de l'Europe, c'est sûr qu'il y a le principe de régionalisation là-dessus, mais c'est sûr que s'il y a un port espagnol qui ne peut plus aller au Japon, ben là, va peut-être aller inonder le marché européen à la place, ce qui va avoir un effet baissier sur toutes les valeurs dans l'Union européenne. En termes de contrat à terme, donc on peut voir la ligne noire versus les autres années. On a vraiment une pointe un peu partout, tout le temps. Donc février, avril, mai, juin, on voit que les valeurs se sont enflammées dernièrement. On avait connu des creux à la mi-novembre et puis depuis, c'est une forte tendance à la hausse. Puis ça se répertorie un peu partout sur la courbe, comme j'ai mentionné. Ce qui est important, puis ce qui est quand même intéressant, qui va être intéressant à suivre dans les prochains jours, c'est 88 cents pour le mois de février versus un prix du vivant à 80 sous. 8 sous d'augmentation au niveau du vivant pour un peu moins d'un mois. C'est une bonne hausse. Est-ce que c'est trop? Comme j'ai dit l'année passée, c'était 85 sous pour février 2025. Ça va être à suivre, mais on sent quand même une forte demande pour le port qui pourrait justement nous amener là assez rapidement. Pour les prix des grains, en fait, c'est sûr qu'on demeure dans un environnement de prix faible si on le regarde sur un horizon 5 ans. On a quand même connu des bulles spéculatives, des hausses de prix, surtout dans le soya, dans le tourteau, avec notamment les achats chinois. Finalement, ces achats chinois-là de fèves soya se sont avérés décevants. On anticipait 12 millions de tonnes. La Chine va vraisemblablement atteindre cette cible-là, mais ça prend beaucoup plus pour venir soutenir, si on veut, les valeurs de fèves soya américaines. On a historiquement la Chine qui achetait 25 à 30 millions de tonnes par année. C'est ce qu'elle s'est commise à faire pour la prochaine saison, sauf que là, cette saison-ci, ben, la Chine a déjà beaucoup acheté du Brésil, de l'Argentine. Donc, ça serait surprenant qu'elle se tourne davantage vers les valeurs américaines. Au niveau du maïs, on faisait du surplace. On avait quand même du surplace avec une légère tendance à la hausse, sauf que lundi dernier, il y a eu un rapport au niveau du USDA pour le maïs qui est venu confirmer une production record aux États-Unis. Donc là, on serait à 432 millions de tonnes. On a fait une révision à la hausse de 6,8 millions de tonnes en janvier seulement, quand le marché s'attendait à une baisse. Donc, ce qui a amené les valeurs de maïs fortement à la baisse, donc de presque 25 sous d'un coup. Depuis, on a repris peut-être 1%. Mais justement, on avait perdu du 6-7% en une seule journée. Donc, la surprise, comme j'ai dit, production à la hausse, le marché s'attendait à l'effet inverse. Donc, les stocks aux États-Unis pour le maïs se retrouvent en forte hausse. On aurait donc les stocks les plus élevés depuis 2018. Pour le soya, on a fait une révision mineure à la hausse sur la production. Reste qu'on est venu diminuer les exportations. Au Brésil, on est venu augmenter la production de soya à 178 millions de tonnes. Pour référence, là, en fait, le soya américain qui est à 116 millions de tonnes. Donc, on voit vraiment l'ampleur du Brésil qui, année après année, augmente davantage. Donc, on sent qu'il y a potentiellement un surplus de soya pour 2026 puis pour les prochaines années, justement, si on arrive à avoir des
des très grosses récoltes pour l'Amérique du Sud. En termes de production locale au Québec, je vous avais montré ce graphique-là au dernier rappel. C'était la dernière mise à jour de Statistique Canada. Je vous le remets ici, ça démontre pourquoi. Bon, c'est sûr qu'on vous parle des valeurs des contrats à terme de Chicago qui sont en baisse. Par contre, les valeurs locales peuvent demeurer plus élevées que la norme. Donc, l'effet des bases, pourquoi? Bien, parce que, il y a eu beaucoup moins de production de maïs cette année que les dernières années, que l'année passée aussi, qui était presque record. Même chose pour le soya. Donc, il y a eu une mauvaise récolte. On a fait des révisions à la baisse qui reflètent essentiellement le pouls du marché, puis ce qui explique pourquoi les bases locales sont assez élevées actuellement. Donc, l'effet Chicago qui, oui, aide, mais l'effet des bases qui souvent compense à la hausse. On est très, très près ou même sur les valeurs de remplacement de maïs américain, de maïs ontarien. Donc, c'est sûr qu'il y a probablement beaucoup de maïs de l'extérieur qui pourrait venir au Québec, compte tenu du fait qu'on est très élevé actuellement au niveau des valeurs. Finalement, dollar canadien, on a connu une bonne tendance à la hausse pendant le mois de décembre. La dernière fois qu'on s'est parlé, mi-décembre, on était sensiblement là où on est actuellement. On venait de connaître une surprise au niveau du rapport de l'emploi, beaucoup de création d'emplois malgré toutes les peurs liées aux tarifs. Puis c'est pas juste des peurs, là. Il y a eu beaucoup de tarifs, mais ça nuit quand même momentanément au marché de l'emploi puis à la croissance de l'économie. Le Canada qui a quand même qui a bien navigué à travers cet environnement-là. C'est sûr que les taux d'intérêt ont été réduits de beaucoup. On est à 2,25 tandis qu'aux États-Unis, on vient juste d'atteindre en bas de 4. Il y a encore un bon gap entre les deux. Reste que là, dernièrement, depuis 2026, on a connu des événements mondiaux qui ont fait en sorte que les gens se sont réfugiés dans les valeurs plus sécures. Le dollar américain en est une valeur sécure pour le moment. En avril dernier, on avait perdu ce statut-là. Là, on semble l'avoir repris. Donc, les événements mondiaux que je fais référence, notamment, bon, c'est Venezuela, c'est l'Iran. Donc, tous des pays bon, qui ont de la difficulté, qui ont eu énormément de tensions géopolitiques. Euh, Puis, on s'attend à ce que, justement, si on voit ces conflits-là peut-être aller de mieux en mieux, ben là, le dollar canadien qui pourrait reprendre un peu. À l'inverse, si ça va moins bien, on pourrait retourner à la baisse. Les événements clés à regarder pour la devise dans les prochaines semaines, c'est les décisions des banques centrales. Le 28 janvier, on va avoir la Fed et la Banque du Canada la même journée. On s'attend à rien des deux, mais on va probablement avoir des conférences de presse, des communiqués de presse qui vont nous indiquer sur ce qui s'en vient. Pour le Canada, le marché anticipe peut-être une hausse d'ici la fin de l'année, tandis qu'aux États-Unis, on est à 2 baisses de taux pour 2026. Ça a déjà été à 3, ça a déjà été à 4. Il y a beaucoup de volatilité à ce niveau-là. Puis, il va y avoir beaucoup de questions à se poser sur la fameuse indépendance de la Réserve fédérale américaine en termes d'indépendance politique, parce que Trump aime bien mettre son nez là-dedans, veut des taux d'intérêt plus faibles, la Fed qui résiste, oui, a diminué les taux, mais les garde quand même élevés parce que l'inflation est quand même élevée. Donc là, ça va être de voir qui va être choisi comme prédécesseur à Jerome Powell, qui est le gouverneur en place actuellement que Donald Trump n'aime pas beaucoup. Mais on le rappelle que c'est lui qui avait choisi dans son premier mandat. Et puis, il va essayer de tasser aussi d'autres membres de la Fed qui n'ont pas le même point de vue sur les points d'intérêt, sur les taux d'intérêt que Donald Trump. Donc, ça va être à suivre pour le début de l'année. On a également peut-être le dernier petit facteur, c'est la renégociation au niveau de l'accord Canada, États-Unis, Mexique, qui va être très, très important. Ça va être
Ça va être à suivre. Probablement, va avoir beaucoup d'impact au niveau de la devise. Puis peut-être aussi une autre nouvelle que je n'ai pas mentionnée, mais là en parlant du Canada, ça vient de me flasher, c'est Canada-Chine. En fait, la semaine passée, le Canada qui avait envoyé sa délégation en Chine pour négocier, tenter de réduire les tarifs au niveau du canola, du porc aussi, des fruits de mer. On a réussi en échange de réduction sur des tarifs sur les véhicules électriques chinois, on a réussi à faire baisser le tarif à 15% sur le canola canadien. On a réduit les tarifs sur le tourteau de canola, sur les pois, sur les fruits de mer. Apparemment qu'on aurait fait du progrès sur le porc, mais on n'a pas réussi à s'entendre pour le moment. Donc, seulement du progrès, pas de développement, les tarifs qui sont encore à 25%. Donc, il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Reste que le fait que le Canada est allé là-bas pour la première fois en 8 ans, c'est très positif pour les relations entre les deux pays, puis pourrait ouvrir la porte à d'autres collaborations et éventuellement peut-être un tarif qui serait enlevé ou réduit pour le port canadien. Donc, ça fait le tour, Stéphane, de ce que j'avais à dire. Je ne sais pas s'il y avait des questions avant qu'on passe à la partie Stéphane. Merci, Jean-Charles. Oui, on a une question de Jacques Paiement. Tu peux ouvrir ton micro, Jacques. Les Américains, Jean-Charles, ils exportent le porc où? On va regarder ça. Il exporte au Mexique. En ordre d'importance, là, c'est Mexique, Japon, Corée et puis Chine. OK. Fait que les ébats actuellement avec le Groenland, avec l'Europe, risquent pas d'avoir d'influence sur les exportations américaines, là. Est-ce que je me trompe? Ben, c'est ça. En fait, les États-Unis se battent avec l'Europe en termes d'exportation. Donc, c'est sûr que ça peut peut-être nuire, là, mais pour le moment, ces joueurs-là, c'est des joueurs qui sont clés et qui restent très près des États-Unis, là. Donc, non. OK, c'est bon. Il y avait François aussi qui avait une question. Vas-y, François. J'avais une question par rapport au prix du bœuf, parce qu'on regarde les prix des veaux qui se vendent au Québec et au Canada, là, qui sont vraiment très élevés. Je me questionne pourquoi que ça n'a pas plus d'impact que ça pour tirer le prix du porc, parce que c'est vendu aux États-Unis, j'imagine. Puis oui, j'imagine que ça aide un peu, mais avec les prix qui sont tellement élevés, pourquoi que ça ne fait pas augmenter plus que ça? On dirait que, tu sais, le- je me questionne à quel point, là, parce que, tu sais, quand les veaux se vendent 1500, 2000 pièces, je veux dire, à l'autre bout, le bœuf engraissé, il coûte combien à l'autre bout? Je comprends qu'il y a des fois, il y a un décalage entre le prix qui est vendu, puis c'est des contrats qui sont faits beaucoup d'avance, mais là, ça fait quand même plus qu'un an là, que c'était des prix quand même exceptionnels, là. Fait que je me demande jusqu'à quel point là, ça aura pas, ce sera pas un moment donné une bulle qui va finir par faire explorer, augmenter le prix du porc, là. Oui, c'est un bon point. En fait, puis tu sais, c'est sûr que tu as quand même t'as la bonne impression dans le sens où on n'a pas du tout le même effet de hausse quand on parle de bœuf que de porc, mais on a quand même un effet haussier dernièrement. Donc, c'est sûr que le problème au niveau du bœuf, c'est vraiment structurel là-bas. Donc, on s'attend à ce que la production suivent pas, en fait. Il y a trop de risques, ça coûte cher, malgré les bonnes marges, il y a un gros risque, ce qui fait en sorte que la production de bœuf suit pas le prix. Éventuellement, c'est sûr que la loi de l'offre et la demande, ils vont tout faire en sorte pour essayer d'aller capturer ces marges-là. Mais comme tu dis, je pense que oui, ça a un effet sur le port. Euh, bon, c'est sûr que peut-être pas assez, mais c'est sûr que s'il n'y avait pas cet enjeu-là au niveau du bœuf, les prix du porc seraient certainement plus faibles. Là, c'est sûr que à quel point
le retail joue avec les marges. C'est sûr que là, on essaye de jouer beaucoup en épicerie pour dire, OK, ben là, moi, j'ai peut-être un peu moins de jeu dans le bœuf. Fait que je vais essayer de pas tout refiler la hausse que je vois dans le bœuf. Je vais la mettre dans le porc. Puis là, ça peut nuire aussi inversement à la demande de porc. Mais reste que, tu sais, la réponse courte, c'est oui, ce qui se passe dans le bœuf a un impact positif sur le porc. Mais c'est sûr que c'est pas la même ampleur parce que il y a quand même beaucoup de production. Là, on s'attend à une production en hausse dans le porc de 2 à 3%. Le bœuf, on ne s'attend pas à ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a cet enjeu structurel-là au niveau du bœuf qui impacte vraiment le bœuf. Puis là, il y a tous ces substituts. Puis oui, ça a un effet à la hausse sur le porc. Ça a un effet à la hausse sur le poulet, sur toutes les autres protéines. Puis c'est sûr que si cet enjeu-là perdure, ben oui, le bœuf va essentiellement se price out du marché, puis on va devoir se résorber aux autres protéines, puis le porc pourrait continuer d'augmenter face à cette situation-là. Merci Jean-Charles. Je vais reprendre le lead de la présentation. Donc, normalement, tout est partagé. Donc, on avait le rapport, là, on a parlé tout à l'heure avec Jean-Charles là, par rapport au WASD, là, les augmentations de production. Le mois passé, le même rapport de 2026 par rapport à 2025, on s'attendait pratiquement là, une hausse là, pratiquement nulle de la production. Et à ce moment-ci, là, lors du dernier rapport de janvier, on annonce une hausse de 2,3%. Il va se faire surtout ressentir là, à partir du troisième trimestre. On va avoir des fortes hausses, même au deuxième aussi. Là. Donc, c'est quand même surprenant. Bon, le rapport, comme Jean-Charles a parlé, là, du Hogs and Pigs, à court terme, on avait quand même une augmentation du nombre de porcs présents en haut de 180 livres. Il y avait un élément sur lequel je trouvais ça un peu bizarre, c'est comment est-ce qu'on peut avoir une baisse du cheptel reproducteur et une augmentation de 2% des intentions de mise bas. Normalement, en production porcine, on ne garde pas des truies en non productives, là. Absolument, les troupeaux sont pas mal tout le temps à côté. Donc, il y a peut-être des petites incohérences là, dans le rapport qui va peut-être se préciser au fur et à mesure, là. Mais je trouvais ça surprenant qu'on puisse. Parce que la durée de gestation, elle ne change pas. Hein. Même, elle a tendance à vouloir même augmenter un petit peu avec l'augmentation des tailles de portée. Mais on n'a pas réussi à faire mettre des truies là, qui faisaient mise bas là, en bas de 115 jours là, de manière régulière. Là. Fait qu'il y a cette réalité-là. En termes de prix, au niveau du, quand on prend le rapport, on s'attend à une baisse de 2,6% aux États-Unis. Là, au Canada, toute l'influence du taux de change qui peut venir compenser ces baisses-là. Mais vous voyez vraiment les baisses là, au troisième et quatrième trimestre d'anticiper dans ce rapport-là du USDA. Pour ce qui est des productions des viandes blanches et rouges, donc toutes les protéines animales, une augmentation d'à peu près d'1%, surtout le troisième et quatrième trimestre. Quand on les regarde par production, donc le bœuf, une baisse d'1%, le porc 2,3%, le poulet 1,15% et la dinde 2,9%. Ça reste un rapport de janvier, il faut faire attention. C'est vraiment une vision, une projection sur une année. Donc, il peut arriver plein d'affaires. Donc, toujours garder une réserve là, avec les rapports en début d'année. Pour ce qui est du marché des coupes, ben, vous pouvez voir là, actuellement la 92 sous. On a donc la meilleure valeur de la carcasse pour la même date par rapport à l'historique du marché. On est passé du mois d'octobre là, à 100 à 93 sous. Fait que vous voyez un peu là, la descente qui s'est faite graduellement. Et la majorité des coupes, on a des excellents prix, là, excepté pour la longe qu'il faut remonter à 2015 et le flanc qui est en 2022. Sinon, présentement, là, on est quand même là, plus de 10% au-dessus de la moyenne de cette période-là. Pour ce qui est des exportations, donc on est légèrement en baisse là, de 2%. Donc on avait, mon fichier s'est pas mis à jour, mais on avait une donnée pour octobre là, qui venait quasiment là, à une forte hausse, une forte progression là, au niveau des exportations pour ce qui est du mois d'octobre, là, au-dessus de 2%. Même je me demande si c'était pas 8% là, qu'on avait d'augmentation. Donc c'était vraiment un très très bon mois pour ce qui est du mois d'octobre. Pour ce qui est des inventaires de viande congelée, ben, vous pouvez voir là, par rapport à l'année passée, les frigos là, sont relativement vides. Puis même quand on regarde par rapport au mois précédent, on voit le porc en baisse de 2,3, le bœuf une légère hausse par rapport au mois précédent, mais sur une base annuelle, tout est dans le rouge. Si on la regarde sur une base de graphique, donc vous pouvez voir ici, là, pour ce qui est du bœuf, on est vraiment, là, comme je mentionnais, beaucoup plus bas que ce qu'on a déjà vécu par le passé.
Pour ce qui est du porc, on est vraiment là à côté sur la ligne là, du bas du graphique. Donc, c'est vraiment là, très bon en termes de ce qu'il y a dans les frigos. Pour ce qui est du flanc de porc, on a rejoint un peu la valeur de 2024, mais sensiblement, on est encore là, beaucoup plus bas que ce qu'on a déjà vécu. Et pour ce qui est le poulet, on est revenu au seuil de 2024. Donc, ça confirme un peu les chiffres du tableau précédent. Pour ce qui est du prix du porc, la valeur, c'était la valeur en date de la semaine passée. Pour 2026, vous allez voir tantôt le prochain chiffre, mais le 223 était comme une valeur un peu là, minimaliste. Donc, vous avez un peu là, la tendance des futurs au niveau des contrats à terme. Vous avez le prix des grains là, on va finir 2025 en légèrement plus élevé que 2024. Et la tendance que cette année, on suit là, sensiblement la différence entre les deux, le 2024-2025, en ce début d'année. Pour ce qui est de l'ASRA, ben là, c'est ici, là, ça va venir changer pour 2026. Là, avec la mise à jour des données, on aurait un prix de pool qui serait davantage autour de 232. Donc, un revenu de marché de 260 avec les données là, de vendredi passé, avec un indice moyen de 112,37, ce qui nous amène notre 260. Un revenu stabilisé ajusté de 230. Donc, ça pourrait même avoir une meilleure année que 2025. Donc, comme je dis souvent, l'année est encore jeune. Il peut arriver tout plein d'éléments en cours d'année. Mais actuellement, là, la tendance, elle est vraiment excellente, considérant aussi qu'il y a beaucoup de problèmes de santé aux États-Unis, là, de SRP, de DEP, à peu près comme au même seuil qu'on pouvait avoir l'année passée. Donc, techniquement, là, les planètes sont encore alignées pour 2026 pour la production porcine. Pour ce qui est du PPMPA, on avait parti à 217. Là, je vais attendre de voir les données là, de jeudi cette semaine, mais probablement qu'on va modifier pour la semaine prochaine. On va avoir eu 2 semaines avec une hausse des futurs de plus de 5 donc on va venir le corriger. Pour ce qui est des GRM, vous pouvez voir là, l'augmentation. Là, le GRM est basé sur le ligne HOG, tandis que mes futurs, moi, sont basés sur la convention de mise en marché, qui est basée sur le cut-out. Donc, pour une moyenne de 11 mois, on est à 271 Donc, on a vraiment remonté là, tout près là, de 15 par rapport au mois précédent. Et il faut remonter quand même assez loin avant d'avoir une valeur aussi élevée. Là, c'est septembre à 266. Sinon, il y a juin 265, février 265. Donc, si on se compare à l'année passée, on a quand même là, un montant qui est plus élevé ou à peu près similaire à ce qu'on pouvait avoir l'année passée en 2025. Si on le regarde ici sur une base de graphique, de tableau plutôt le présenté là, par les éleveurs de porc. Donc, notre haut, on a pogné le 254, on est à 241. Puis là, si on s'en va dans les échéances plus loin, vous allez voir le 299 pour juillet. Le plus haut qu'on a pogné, c'est 300 au cours de la semaine. Donc, on est vraiment là dans le haut là, actuellement là, des prix pour le mois d'été. Bon, reste à voir, est-ce que, comme Jean-Charles expliquait tantôt avec les positions des spéculateurs, est-ce que l'on a atteint un sommet à court terme pour ce qui est des valeurs des contrats à terme? Donc, certains pourraient dire, ben, je vais protéger une portion de ma production. D'autres vont dire, ben, ça va continuer à augmenter, donc je laisse le tout libre. Mais il y a toujours cette notion-là des spéculateurs qui peuvent venir influencer les contrats à terme pour les prochains mois. Pour ce qui est des prix des grains, ben, vous pouvez voir là, pour les 6 prochains mois du maïs en bas de 300 la tonne, du tourteau en bas de 500 la tonne. C'est pratiquement une baisse de 10 la tonne dans les deux produits là, par rapport à la prévision qu'on a fait le mois passé. Donc, ensuite, ben, ça reflète aussi là, le rapport du USDA où on avait beaucoup de maïs en inventaire. Donc, normalement, ça devrait se refléter dans le prix. J'ai pas parlé du PPMPA 2025. On va probablement finir l'année autour de 225 et 61. Donc, on est en train de finaliser les chiffres. Le bulletin final devrait vous être envoyé prochainement. Et je vais juste parler, avant de prendre la question de Joël, là, je vais juste parler prochaine rencontre qui va être le 16 février. Donc, je vais vous revenir avec les prochaines dates là, au cours des prochaines semaines là, pour qu'on puisse poursuivre au cours de la prochaine année. Oui, Joël, je vais prendre ta question. Euh, on a vu tantôt dans un chiffre de Jean-Charles qu'il y avait une baisse importante de production au Québec. Puis Jean-Charles mentionnait que probablement il rentrait du stock, en tout cas j'imagine, soit US ou ontarien, je ne sais pas. Est-ce que c'est juste question de prix que ça va rentrer ou il risque réellement de manquer de maïs québécois dans l'année? Parce que plus on avançait les récoltes, on disait de toute façon, on en exporte toujours au Québec.
on risque d'être à l'équilibre cette année. Mais avec les derniers chiffres, là, je sais qu'il y a des gens un peu plus dans le grain là, au quotidien. Là, je ne sais pas c'est quoi les pronostics. Est-ce qu'il va falloir importer à cause qu'il en manque ou c'est juste question d'opportunité de prix? De mon côté, ce que j'entends, ce que je vois, ça serait plus le prix pour le OK. moment. Tu sais, on consomme environ 3 millions de tonnes au Québec. On en a produit 3. Donc là, c'est sûr qu'il y avait un inventaire et tout. Donc, tu sais, je pense pas que c'est une question de manquer de maïs. C'est plus une question d'opportunité de prix. Puis éventuellement, c'est sûr que s'il y a plus d'importation dans le premier trimestre, ben, il va peut-être avoir de l'exportation au deuxième ou troisième trimestre parce qu'au final, en ce moment, production égale demande. Fait que tout ce qui va être importé va probablement devoir être exporté à un certain moment, puis il va peut-être y avoir un surplus. Mais ça, il y a beaucoup de peut-être puis de si, Ouais, là, ouais, ouais. mais je te dirais que c'est le prix, là. Parfait. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais arrêter l'enregistrement.